Alors, c'est parti pour 20 minutes. Donc, moi, je suis Sandrine Michel, je suis économiste, hein, je suis aussi communiste. Mais je vais intervenir ici à partir de mes travaux de recherche. Et vous allez voir que mes travaux de recherche ont à voir avec ce qui a été dit ce matin, début de l'intervention de Frédéric. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le développement historique de ce que Frédéric a appelé le développement humain. Donc, c'est un travail de recherche sur le travail. Et aujourd'hui, je suis à un moment où je mets en perspective ces travaux sur le travail de longue période. Euh, je les mets en perspective avec la nature face à l'accumulation du capital. Donc, vous avez la primeur de mon intervention, puisque c'est la première fois que je présente euh, ce programme de recherche, en fait, hein. Voilà. Donc, finalement, moi, je ne sais rien. Voilà. Je ne sais rien, je vais juste poser des briques face à une insatisfaction qui est très forte chez moi. Donc, je commence par des constats empiriques. Donc, on est d'accord, hein, je vais essayer de mettre travail et nature face à l'accumulation du capital. Ça va pas tout seul, hein, je vous le dis tout de suite, mais quand même, on a des pistes. Et je travaille, et je commence donc par trois manifestations empiriques de ces face-à-face. Le premier, c'est un cas qui concerne la production et qui fait état d'une lutte extrêmement vigoureuse qui a été entamée par euh, des résidents qui sont localisés entre le port de Long Beach aux États-Unis et le port de Los Angeles. Ces résidents étaient complètement excédés par le trafic routier de camions diesel hein, qui alimentait les deux ports et ils considéraient que ça rendait complètement invivable leurs conditions de vie. C'est rapporté dans le bouquin de Guy Libert, c'est pas de moi, donc Guy Libert 2023. Et il explique que ces résidents qui se sont mis en lutte ont eu l'idée de s'adresser aux camionneurs en se disant, si on se met ensemble, nous les résidents et vous les camionneurs, supposant que ces camionneurs étaient tous des salariés, on va pouvoir, avec les syndicats, faire des choses canons qui vont améliorer leurs conditions de travail et qui nous vont améliorer nos conditions de résidence. Donc, ils vont s'adresser aux syndicats. Les syndicats répondent, ah, mais nous, on ne les connaît pas, c'est pas des salariés, ce sont tous des auto-entrepreneurs. Les résidents ne renoncent pas, ils parviennent à rentrer en contact avec les camionneurs auto-entrepreneurs. La lutte s'engage et elle va être gagnée sur un front et perdue sur un autre. La lutte va être gagnée sur le front d'abandonner les motorisations diesel et de passer à des motorisations moins polluantes. Donc sur ce front, ils vont gagner. C'est des décisions de juge, hein. On est dans le pays de la common law, donc c'est des décisions du juge. Les juges ordonnent qu'on abandonne les camions diesel. La deuxième revendication, elle est perdue. La deuxième revendication portait sur une demande de salarisation des camionneurs. Elle est perdue. Je retire euh, comme savoir de cette expérience que on peut avoir une justice environnementale qui est découplée de la justice sociale. On peut même les faire fonctionner l'une contre l'autre. Deuxième exemple. Deuxième exemple, cette fois-ci, autour de l'idée de l'économie circulaire et à partir d'un exemple de dispositif de politique publique sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Eh bien, ici, les territoires zéro chômeur, ce sont des dispositifs qui prennent qui font une proposition aux chômeurs de longue durée qui sont souvent au RSA, mais pas que, et qui leur proposent de revenir dans des formes d'emploi
contractuels, salariés, donc avec des CDD, enfin, pardon, non, justement pas, avec des CDI sur lesquels il y a une forme d'acceptation sur des temps de travail modulés, puisque ces travailleurs sont dans des conditions très différentes. Et donc, ces territoires zéro chômeur, leur particularité, c'est qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire des dispositifs où on va aller chercher de l'activité pour de l'activité réelle, hein, ou c'est pas de l'activité, on leur demande pas de coller des timbres qui ne servent à rien au fin fond d'une salle, hein, c'est pas ça du tout, hein. Des activités utiles, des activités productives. Et très souvent, quand on regarde ces dispositifs, on observe quoi? Ben, on observe que ces activités utiles, elles sont effectivement trouvées et elles sont souvent trouvées dans des activités qui relèvent de la question de l'écologisation de l'activité. En économie circulaire, les, euh, les salariés de territoire zéro chômeur vont être employés à la mise en route du niveau zéro de chaîne de valeur de l'économie circulaire, comme par exemple le, la récupération ou le tri du textile, comme par exemple la collecte du papier qui part au recyclage. Et quand on pousse un peu l'analyse, ce qu'on observe, c'est que ces niveaux zéro des chaînes de valeur, en fait, elles sont totalement indispensables à la mise en œuvre de la chaîne de valeur de l'économie circulaire et que ces chaînes de valeur de l'économie circulaire sont complètement subordonnées, d'une part, à l'utilisation d'un travail très peu rémunéré, voire pas rémunéré, voire rémunéré sur de la dépense publique, avec des chaînes de valeur qui sont susceptibles d'accumuler assez rapidement de la valeur ajoutée qui va rester en haut de la chaîne et qui ne redescend pas, c'est-à-dire des systèmes de captage de la valeur. Donc, dans ce cas, ce qu'on retient, si vous voulez, c'est que l'écologisation de l'emploi, parce qu'elle est réelle, est complètement coupée d'un retour de valeur vers le bas de la chaîne de valeur. Donc, c'est de la captation, c'est de l'appropriation. Ça s'appelle un mécanisme d'exploitation, hein. Exemple numéro 3, je vais vite. On sait que dans les processus productifs, la marchandise ne finit pas avec la consommation. La marchandise va continuer à vivre après sa consommation, puisque la marchandise va devenir un déchet, et ce déchet, il va donner lieu à une exploitation. Alors, sur l'exemple des déchets électroniques, ce qui représente à peu près 9 millions de tonnes produites par an en termes de déchets électroniques à l'échelle européenne, 80% de ces déchets vont être exportés vers des décharges dans les pays du Sud avec l'idée que ces déchets électroniques vont être pris en charge par une population qui n'a jamais participé aux usages développés par les déchets en question. On a donc là aussi un niveau supplémentaire de l'exploitation des pays du Sud. Lorsque on, on met bout à bout ces exemples, ils sont très partiels, hein, j'en conviens, ce qu'on peut se dire, c'est que les structures actuelles de l'emploi se sont constituées sans rapport avec les questions environnementales. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et donc, si on pousse un poil plus loin, on peut tomber d'accord également sur l'idée que la préoccupation écologique, c'est regarder de l'autre côté, la préoccupation écologique ignore le travail. Donc on a d'un côté des structures de l'emploi qui ignorent les questions environnementales, mais on a en même temps des préoccupations écologiques qui, lorsqu'elles sont manifestes, et elles le sont souvent, aujourd'hui, dans l'actualité, c'est pas pour demain, ça existe déjà, la plupart du temps ignorent le travail. Alors, d'un point de vue théorique, on sait pourtant que, on le sait depuis longtemps,
que c'est bien le travail qui adapte la nature. Marx repère assez tôt que l'exploitation est un mécanisme qui concerne aussi la nature. Quand je dis aussi, c'est évidemment l'exploitation du travail, mais évidemment l'exploitation de la nature. Il y a en ce moment, depuis les années 2000, un gisement de travaux qui sont plutôt de nature théorique, qui visent à comprendre cette manière dont le capitalisme s'approprie la nature. Et là, je me réfère directement aux travaux de John Bellamy Foster sur la rupture métabolique, qui ouvre sur une relecture du capital assez riche, pas stabilisée du tout, mais assez riche. Donc, une voie de recherche qui s'ouvre. Moi, j'en viens à mes préoccupations, et mes préoccupations, je vous l'ai dit, c'est le travail. Et donc, j'aboutis à l'idée que quand le travail est utilisé pour valoriser le capital, ce qui est le cas dans le capitalisme, sans aucun doute possible là-dessus, on peut se dire que l'exploitation du travail est au cœur de la crise écologique. C'est une manière possible de tirer le fil sur une alliance théorique, enfin en tout cas à théoriser entre travail et nature par rapport à l'accumulation du capital. Du coup, combattre l'exploitation, c'est sans doute atténuer la crise écologique. Alors, une fois qu'on a dit ça, ben, c'est super parce que ça fait vachement érudit tout ça, mais franchement, on n'a pas l'ombre d'un schéma de travail pour avancer dans cette question qui, pourtant, j'insiste, est très présente dans l'actualité par des luttes, par des interpellations, par des questions qui se posent tous les jours dans les entreprises, dans la manière de travailler. Alors, je pense que nous avons un gros effort théorique à faire sur cette question. Combattre l'exploitation, c'est atténuer la crise écologique et qu'il faut y aller. Alors, chacun y va avec ce qu'il peut. Alors, moi, très modestement, ce que je peux, c'est vous inviter à revenir à une lecture historicisée des relations travail-nature. Et c'est ce que je me propose de faire dans les quelques minutes qui viennent en affirmant et en assumant totalement le fait que c'est un début de réflexion et que rien n'est achevé. Alors, euh, Frédéric l'a dit dans son intervention, lorsqu'on regarde le passé du capitalisme par les cycles, notamment les cycles longs, et qu'on analyse les crises structurelles, hein, il a bien expliqué la différence entre crise conjoncturelle et crise structurelle. Lorsqu'on regarde ces crises structurelles, et qu'on les regarde comme des laboratoires de transformation, il y a vraiment un élément qui est emblématique de ces crises structurelles. C'est que c'est au cours de ces crises structurelles qu'on qu'on observe une augmentation des dépenses publiques et sociales. Au cours d'une crise structurelle, ça va mal. Donc, a priori, il n'y a pas de fric, a priori, c'est l'apocalypse, etc. Ben non, il y a des formes de rationalité qui se mettent en route au cours de ces crises structurelles. Et depuis la première crise du premier Kondratiev, sur des données quantitatives, on a observé, avec beaucoup de travail quantitatif, que les dépenses qu'on a appelées pour le développement humain, éducation, santé, protection de la vieillesse, recherche, ces dépenses, elles sont développées au cours des phases de crise structurelle, la phase B ou D, t'as pris D comme difficulté, du Kondratiev, elles sont développées dans ces moments et elles sont euh, financées par de la dévalorisation du capital. Et ensuite, ces dépenses, elles sont maintenues dans les phases A suivantes, qui sont des phases de croissance, sur des mécanismes qui ouvrent sur de la socialisation de la valeur. Ce mécanisme de croissance contracyclique du développement humain, il s'interrompt à partir
grosso modo, de la phase de croissance du dernier Kondratiev après la Seconde Guerre mondiale, où là, plutôt que d'avoir une croissance contracyclique des dépenses publiques et sociales pour le développement humain, on a un développement procyclique, c'est-à-dire que ces dépenses intègrent la structure de la croissance. Alors, ce renversement de croissance contracyclique à croissance procyclique, ça finit par structurer ce que, dans mon univers théorique, j'appelle une dualisation euh, de la rémunération du travail ou de la formation, de la valeur du travail et donc de la relation au capital. Cette dualisation, elle est liée à ce qu'on connaît, à ce qu'on a l'habitude d'analyser lorsqu'on travaille sur le travail. Le salaire, les conditions de travail, c'est un premier pôle, donc qu'on appelle petit W, hein, ça relève de la rémunération du travail, en lien avec les entreprises, l'emploi, etc., même quand on est sur des entreprises publiques ou lorsque on est sur de l'emploi public. Et puis, de l'autre côté, cette force de travail qui est utilisée, elle est de plus en plus expliquée par l'autre pôle du travail qui concerne les dépenses de développement humain et qui finissent par fonctionner avec le premier pôle, mais qui introduisent un certain nombre de contradictions. Donc cette dualisation du travail, elle avance dans le temps et aujourd'hui, elle est extrêmement structurante. Je voudrais à ce stade donner un exemple connu de tous, c'est la manière de faire croître la productivité. La manière de faire croître la productivité, c'est-à-dire l'avance en capital qui est nécessaire, l'avance en capital, pardon, qui va utiliser une certaine quantité de travail, va aboutir sur un résultat, hein, voilà, la productivité, le résultat qu'on obtient sur la quantité de travail qu'on utilise, compte tenu de l'avance en capital nécessaire pour utiliser le travail. Longtemps, dans le capitalisme, le régime de productivité a consisté à avoir une productivité, à obtenir des conditions de travail et de mobilisation de la main-d'œuvre, une productivité qui était appropriée intégralement par le capital, sous réserve d'assurer les coûts de la reproduction du travail pour qu'on ait des travailleurs le lendemain qui viennent bosser, hein, sinon ça ne fonctionne pas, évidemment. Mais on avait donc une croissance de la productivité très supérieure à ce que le capital acceptait de rémunérer sous forme de salaire. C'est un mécanisme relativement standard d'exploitation. On est passé ensuite à une époque historique, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où on a eu conjointement euh, une croissance de la productivité et une croissance du salaire réel. Donc ça déjà, c'est le signe d'une forme de socialisation de la valeur, beaucoup liée à une dévalorisation routinisée dans l'accumulation du capital. Je vais trop vite. Ça a à voir avec une dévalorisation du capital parce que pour financer éducation, santé, travail, dans les crises, on a dévalorisé. Mais ensuite, dans le fonctionnement normal de l'accumulation, revenu à la croissance, il a fallu que des institutions, des mécanismes sociaux, des luttes aussi, parce que ça s'est jamais fait de manière automatique, euh, euh, cons- construisent le transfert d'une partie de la valeur sur ces dépenses qui ne pouvaient plus compter en phase de croissance sur une dévalorisation. Alors, si tu veux, c'est de la dévalorisation systémique, mais du coup, c'est une
c'est aussi une manière de socialiser l'accumulation, de socialiser du profit. Je vais vite, je vais à la dernière étape. La dernière étape, c'est aujourd'hui, de ce point de vue, aujourd'hui, dans un travail qui s'est beaucoup développé sur la base des dépenses publiques et sociales, la croissance de la productivité ralentit, 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 au point de tendre vers zéro. Donc aujourd'hui, bien entendu, le fait qu'on ait une très faible croissance de la productivité est sans doute multicausal, je n'en disconviens pas, mais l'un des éléments importants dans ce ralentissement phénoménalement historique, hein, de la croissance de la productivité, c'est le fait qu'on utilise de plus en plus de travail, ou une force de travail, si vous voulez, équipée par des dépenses publiques et sociales et dont l'utilisation dans le rapport capital-travail, dans la production, crée une contrainte à la fois sur l'accumulation et sur la valorisation du capital. Donc, j'en arrive là pour le travail, c'est mon point d'arrivée. Si je regarde les choses du côté de la transition écologique, que j'appelle comme ça pour aller vite, même si on peut discuter à l'infini, le capital a toujours eu une forme, a toujours eu une forme d'utilisation de la nature et on peut discerner de la même manière qu'on identifie des temporalités historiques pour regarder la manière dont l'accumulation capitaliste utilise le travail en le développant et en l'exploitant, on peut identifier des temporalités sur la relation capital-nature. Ces temporalités sont elles aussi très sensibles à l'accumulation. Elles ont été accélérées depuis l'utilisation de la nature par le capital a été considérablement accélérée par le type de croissance économique qui s'est déployé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que on a eu un développement considérable de la consommation et que euh, ce développement considérable de la consommation a fait bouger le rapport capital-nature. Ce rapport capital-nature, il est informé, je vais super vite, parce que c'est pas la peine de développer, par ce qu'on appelle la crise écologique, hein, et notamment, moi j'aimerais bien qu'on soit plus précise que crise écologique. Moi, je préfère parler des limites planétaires. Donc, sur la manière dont le capital utilise la nature, ça conduit la trajectoire de la biosphère aux limites planétaires qui ont été mises en évidence par des écologues et pas du tout par des économistes. Et tout ça conduit à euh, des faits paradoxaux notamment dans le fait que le rapport capital-nature, euh, aujourd'hui, il est très peu formalisé. Et donc, on a globalement des institutions, parce que comme on est sur un champ non marchand, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas valorisé par le capitalisme, mais comme la nature n'a pas de prix, on a des institutions qui actuellement échouent à normaliser les conflits environnementaux. Et dans les échecs euh, à normaliser les conflits environnementaux, on retrouve la manière dont les, la manière dont le travail transforme la nature dans un mécanisme d'exploitation. Et donc, je dirais que aujourd'hui, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'en suis là au niveau de ma réflexion. Aujourd'hui, travailler sur la dimension écologique du travail et donc de l'exploitation, c'est conjointement avancer sur la possibilité de faire reculer l'exploitation en faisant reculer l'utilisation que le capital fait de la nature, avec des axes possibles d'identification pour aller vers des institutions de régulation ou de contrôle de l'accumulation capitaliste.
Le premier axe dans cette direction, il me semble, concerne la question des normes. Et quand on introduit la question des normes, on revient à la question de l'État. En effet, le seul acteur économique en mesure de poser une norme sur la production, de poser une norme sur le travail, de poser une norme sur l'utilisation de la nature, c'est l'État. Mais c'est un État qui a été largement, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit vite, Frédéric qui est venu aussi dans son intervention, c'est un État qui a été largement subordonné à euh, largement subordonné en soutien à l'accumulation du capital. Et dans tous les compartiments, depuis ce qu'on appelle le capital productif, mais également dans les dépenses publiques pour ce que j'ai appelé le développement humain et nouveau sur le transfert vers l'État de la prise en charge d'une partie croissante des salaires. Quand on parle des aides publiques, c'est de ça dont il s'agit. La dualité du travail, elle s'est constituée, mais aujourd'hui, cette dualité du travail, elle est en train d'être redesignée par le fait qu'on a de plus en plus une prise en charge des salaires au sens premier du terme par l'État. Donc, vous avez vu sur le graphique, ça représentait, même si on peut discuter, ça représentait 12% du PIB. Donc, il y a toutes les dépenses sociales et publiques, éducation, sécurité sociale, que l'on connaît, mais il y a aussi salaire. Donc, quand on parle de normes susceptibles de construire une institutionnalisation qui créerait un continuum entre travail et nature pour faire reculer l'exploitation, il y a là à élucider absolument le rôle de l'État pour faire évidemment quelque chose d'autre de l'État dans la conflictualité, parce que bien sûr, personne, ni du côté de l'État, ni du côté du capital, il faudrait plutôt que je le dise dans l'autre sens, ni du côté du capital, ni du côté de l'État, ne rendra les clés facilement. Le deuxième axe euh, d'institutionnalisation, c'est le contenu même de l'emploi. Aujourd'hui, la dimension écologique est très présente dans le contenu même de l'emploi avec des distances plus ou moins grandes. Aujourd'hui, les activités qui sont liées à ce qu'on appelle les actifs bruns sont évidemment sur le devant de la scène pour la question de la transition, puisque les actifs bruns sont appelés à décroître. Là aussi, moi, je n'aime pas le terme qui a été utilisé, et ne le prends pas mal, hein, qui a été utilisé par la précédente intervention sur le terme d'actif échoué. Moi, je trouve ça, c'est un gadget total. Un actif échoué et le capital brun, aujourd'hui, ben, possiblement, il peut devenir un actif échoué. Un actif échoué, c'est un actif qui va perdre, au sens théorique, comme l'a développé Frédéric au début, qui va perdre tout droit à être rémunéré par du profit. C'est une dévalorisation. C'est pas un mécanisme technique, c'est un mécanisme euh, euh, qui est profondément ancré dans les rapports sociaux. Et donc aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, c'est de dévaloriser, au sens marxiste du terme, une partie du capital accumulé et parfois suraccumulé, ce qui complique encore la mobilisation du concept de dévalorisation, mais en même temps, il faut y aller parce que c'est de nature à pouvoir mettre beaucoup de sens euh, dans le fait que l'emploi, aujourd'hui, l'emploi qui est développé par ce capitalisme brun, est un emploi qui va, évidemment, qui a une importance principale dans la manière dont ce capital brun va être dévalorisé. Et ensuite, il y a les aspects sur la matérialité de la production qui reviennent très fort
et sur lesquels, je pense, il faut réfléchir. Quand je parle de matérialité de la production, je parle de l'agriculture, je parle de l'énergie, je parle de la bioéconomie, c'est-à-dire je parle des secteurs qui représentent énormément en termes d'emploi, des secteurs qui sont sur le devant pour la transition écologique. Voilà.